Bonjour, je m'appelle Maria Immaculada Fabregas Alegre. Je suis professeure des universités à l'Université Bretagne Sud en tant que spécialiste de linguistique hispanique, mais dans tout le domaine de la linguistique, j'aborde plusieurs axes de recherche, dont celui de la morphologie, de la parémiologie, de la sociolinguistique, la didactique des langues, aussi langue et exil, et enfin donc la lexicologie et la lexicographie. Le titre de ma thèse est le suivant. Le prétérit parfait vado plus infinitif, : contribution à l'analyse d'un trait idiomatique du catalan. J'ai soutenu ma thèse en 1998 à l'université de Rennes 2. J'ai eu deux directeurs, c'était le professeur Jean-Yves Urien de l'université de Rennes 2, ainsi que le professeur Antoni Maria Badia i Margarit de l'université de Barcelone, ce qui m'a permis l'obtention d'un doctorat avec le label européen. Bon, et alors cette thèse, est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours conventionnel à la française avec une licence, un DEA, une maîtrise, ou est-ce que toi, tu as des choses plus originales à raconter? Oui et non, parce que moi, j'ai quand même un parcours, on va dire, hispano-français. C'est-à-dire que j'ai fait une bonne partie de mes études supérieures à l'université de Barcelone, où j'ai fait un bac plus 5 de ce qu'on appelle en espagnol et en catalan la philologie, philologia romane. Ce qui veut dire que j'ai fait d'abord 5 années de philologie avec la spécialité de catalan et puis 2 années de plus la spécialité de philologie française. Et une fois avoir terminé ces longues études déjà, parce qu'en tout j'ai fait 7 années d'études de philologie à Barcelone, je suis arrivée en France par le biais d'un contrat de lectrice de catalan. Et c'est comme ça que j'ai accédé au système supérieur français et que j'ai commencé mon DOA, donc l'ancienne maîtrise, si on peut dire, et puis un doctorat qui était quand même français, mais qui avait le label de doctorat européen. Donc c'est pour ça que j'ai un profil peut-être un petit peu spécial par rapport à la moyenne, c'est tout. Et alors, sur quoi portait ton DEA français? C'était quoi le sujet? Au fait, j'étais déjà très curieuse de quelque chose qui me travaillait dans ma tête, surtout lors de mes cours, et c'était sur cette périphrase. Cette périphrase est quand même une périphrase, disons, tout à fait banale en français, d'un point de vue formel, parce qu'on la retrouve non seulement en français, mais aussi en espagnol. Si en français, c'est une périphrase, on va dire, directe, parce qu'on dit « je vais chanter ». Voilà. En espagnol, elle est indirecte dans la mesure où on rajoute le « a ». « Voy a cantar ». En français, c'est pour indiquer un futur. En espagnol, c'est aussi pour indiquer un futur. Donc, on a le verbe aller suivi d'un infinitif, avec ou sans préposition. Tandis qu'en catalan, cette même construction, mais sans périphrase, donc comme on la retrouve en langue française, ne sert pas à exprimer le futur, mais le passé. Alors, quand j'ai commencé à enseigner le catalan à mes petits Français de l'université de Rennes, c'était toujours quelque chose qui surprenait mes étudiants. Presque 30 ans après, il m'arrive toujours la même chose. Donc, mes étudiants, à chaque fois que j'explique la valeur prétéritale de cette périphrase, provoquent une certaine surprise. Et voilà, à partir de là, j'ai commencé à rechercher le pourquoi de cette originalité en langue catalane, ce qui a fait l'objet de mon DOA déjà. Eh bien, alors, j'ai eu plusieurs entretiens comme ça avec des linguistes, et je remarque que presque à chaque fois, avant de commencer à me parler de leur sujet, il faut qu'ils me disent, alors d'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont fait de la linguistique? Donc toi, j'ai bien compris, c'est le constat à cheval sur, tu as de la chance d'être à cheval sur 3 langues, et puis de voir les différentes valeurs,
comment on conçoit la réalité depuis ces 3 langues, c'est vraiment formidable. Mais au-delà de ça, il y a, on me dit, non mais alors, avant de t'expliquer, il faut que je te dise ce que j'entends moi par linguistique, il faut que je te définisse ce qu'est la linguistique pour moi. Donc, avant de parler de ton sujet de thèse, qu'est-ce que la linguistique pour toi, comme discipline? C'est l'étude d'un phénomène social. C'est l'étude de l'expression langagière. Donc, cette science ne possède pas un objet d'étude banal parce qu'on ne le voit pas. Il est difficile à appréhender parce qu'il n'existe pas. Ce n'est pas comme, on va dire, les tortues ou les algues ou les astres. Donc, en tant que phénomène social, c'est une discipline très complexe parce qu'elle existe dans la mesure où nous produisons ce phénomène. Bon, et alors, du coup, depuis ce DEA jusqu'au sujet de ta thèse, comment tu en es venu à vouloir formuler les choses comme ça? Et puis, toujours pareil, je suis curieuse de savoir comment vous travaillez, vous autres linguistes. Est-ce que tu as constitué un corpus? Est-ce que tu as travaillé depuis de la théorie? Le cas échéant, laquelle? Oh, depuis aussi bien de corpus que depuis tout un tas de travaux qui avaient déjà été élaborés auparavant. Et donc, au fait, moi, ce que j'ai essayé de prouver, c'est que cette forme qu'on va considérer triplement ouverte, triplement prospective, on dit comme ça veut dire que d'un point de vue du sens, voilà, elle est constituée d'un point de vue formel par un verbe qui est le verbe aller, qui est un verbe quand même de mouvement, qui est un verbe qui exprime donc une évolution, une prospection dans l'avenir. C'est une forme de présent, donc d'un point de vue formel, voilà, c'est une forme auxiliaire de présent, donc qui exprime aussi cette ouverture vers le futur. Et puis, je dirais aussi triplement prospective dans la mesure où elle est attachée à l'infinitif. Donc, l'infinitif, contrairement au participe, exprime aussi une forme impersonnelle ouverte vers l'avenir. Donc, déjà, si d'un point de vue formel, elle est triplement prospective, comment se fait-il qu'en catalan, non seulement elle s'est spécialisée vers un sens prétérital, c'est-à-dire de passé, mais elle a développé, disons, son utilisation d'un point de vue diatopique, parce qu'on le trouve dans tout le territoire catalanophone. Elle s'est développée d'un point de vue historique, parce qu'elle est de plus en plus abondante au fur et à mesure que les années et les siècles passent. Et puis aussi d'un point de vue diastratique, parce qu'on le trouve dans les différents genres, dans les différentes situations, elle est de plus en plus développée au détriment des formes simples de catalan. Voilà, donc à partir de là, j'ai essayé de prouver, où il a fallu que je constitue des corpus d'un côté pour pouvoir prouver tout cela. Alors, j'ai fait un double parcours, un double corpus comment dirais-je, de documents écrits, pour prouver que dans un registre écrit, ce développement existe aussi dans tous les sens, d'un point de vue diachronique, d'un point de vue diatopique et d'un point de vue diastratique. Et donc, il y a eu un corpus que je ne vais pas développer maintenant ici. J'ai également essayé de construire un corpus qui reflète le langage oral, et donc je me suis servi de la parémiologie. Après, bon, à part les corpus qui m'ont permis de faire une description dans tous les sens, à travers le temps, l'espace et la société, donc j'ai aussi examiné, évalué et observé avec beaucoup de détails toutes les différentes théories qui ont déjà été émises sur l'origine et sur le pourquoi de cette spécialisation qui n'a été observée qu'en catalan et pas dans les autres langues romanes. Donc, finalement, ce que j'ai prouvé
de montrer à travers ces corpus, les analyses et le travail d'observation, c'est qu'une raison à elle seule n'est pas déterminante pour rendre compte du développement du prétérit parfait périphrastique catalan, et qu'un raisonnement de type socio-historique n'est pas non plus suffisant ni pour rendre compte de la distribution dialectale des formes de prétérit parfait, ni pour expliquer son développement. Voilà, ça résume un petit peu mon essai de démonstration au fil et à mesure de mes travaux doctoraux. Alors, deux questions peut-être de néophyte. Hein. Pour ton corpus, quelle place la littérature occupait et dans quelle mesure est-ce qu'elle elle était calée dans l'observation de ce phénomène qui t'occupe, hein? Est-ce qu'elle était calée sur une langue normative, enfin en tout cas standard, je crois que vous dites standard, ou est-ce qu'au contraire, il n'y avait pas tout à fait le même déploiement de ce phénomène dans les textes littéraires? Mais justement, à ma plus grande surprise, j'ai observé, parce que je me souviens que j'avais fait, comment dirais-je, j'avais pris comme point de départ des auteurs d'époques différentes, des trois genres différents, théâtre, poésie et Fiction. Roman, et puis d'aires dialectales différentes. Et dans tous les sens qui se croisent, hein, diatopique, diastratique et diachronique, d'un point de vue littéraire, on voit que la périphrase se développe toujours au détriment de la forme simple et qu'elle s'est spécialisée pour un sens de prétérit parfait, donc d'une action qui est vraiment finie, sans conséquence dans l'avenir, sans possibilité de prospection dans l'avenir, contrairement à d'autres théories. D'accord, d'accord. Et la deuxième question, c'était savoir si, comme tu es à cheval sur le catalan, le français, si ce phénomène qui peut devenir un problème, enfin, est-ce que ça devient un problème pour la traduction dans le passage du catalan vers le français, ou est-ce que c'est des choses pour lesquelles on a des solutions très simples? On a des solutions très simples, mais si on n'a pas la connaissance de cette valeur, on ne comprend rien, parce qu'on mélange toujours le futur avec le passé. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, pour pouvoir faire une traduction, si on ne sait pas ça, on ne peut pas réussir notre traduction. Ceci étant, une fois qu'on a intégré ça, ça va très vite. Et curieusement, moi, je vois ça hein, quand j'explique cette périphrase. En fait, ça vient très, très, très vite. C'est quelque chose qui est quand même, disons, je pense que ça reste dans la mémoire parce que la langue française a connu aussi cette valeur. Seulement, elle ne s'est pas développée. Mais on le trouve même en castillan médiéval. On retrouve aussi cette valeur de futur dans le Miocite. Hein. Seulement, elle ne s'est pas développée. Donc, je pense que ça reste dans la mémoire hein, de nos ancêtres et que finalement, on l'intègre et je pense que ça nous pose strictement aucun problème. Il suffit de le savoir et ça vient très vite. On maîtrise très vite. Oui, ça c'est un aspect très agréable d'ailleurs, de voir que les étudiants intègrent très vite cette valeur. Bon, et alors, qui sont les personnes, les figures qui ont une influence sur toi dans le choix de ce sujet, l'écriture peut-être, la fabrication du plan, bref, qui sont les gens qui ont compté pendant cette période? Pour moi, il y a une personne qui est clé et que je ne pourrai jamais oublier. C'est mon directeur de DEA, qui n'a pas été mon directeur de thèse pour des raisons personnelles. Il n'a pas pu assumer la direction de ma thèse. Et je me permets de le citer, de le mentionner pour lui rendre honneur. C'est Michel Launay, un grand hispaniste très connu, hein, qui m'a vraiment lancé, qui m'a donné, je pense, les bases de la recherche. Je n'oublierai pas les difficultés que moi j'avais à rédiger mes premières phrases. Et lui, il m'a vraiment aidé à construire des phrases, à ordonner, à classer, à discerner l'observation et la distinguer de l'analyse et de l'interprétation.
Et vraiment, je pense que c'est grâce à lui que j'ai acquis cette compétence que je n'avais pas auparavant. Et ça a été pendant l'élaboration de mon DOA. Et je pense que là, j'ai vraiment eu cette assurance grâce à Michel Launay, aussi à une autre personne très reconnue dans le monde de la linguistique générale, non pas de l'hispanisme, mais de la linguistique générale. C'est monsieur le professeur Jean Gagnepin, très éminent, très connu sur le plan international. Et je me souviens que lui, il avait fait partie de mon jury de DOA. Et je me souviens comme si c'était maintenant qu'il avait été, il me l'a verbalisé. J'étais très naïve à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune par la force des choses. Et moi, naïvement, je suis allée à cette soutenance sans trop ce qui pouvait se passer. En fait, ça s'est très, très bien passé. Et je me souviens que M. Gagnepin avait exprimé le fait que je l'avais amusé, que j'avais suscité sa curiosité. Et quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment donné l'envie de continuer parce que si c'était le cas, bah, ça ne pouvait que m'encourager à aller de l'avant. Et après, bon, j'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont beaucoup aidé. Moi, je dirais que c'est monsieur Anthony Maria Badia et Marguerite qui s'est offert, qui m'a proposé de diriger mon doctorat. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et après, bien évidemment, j'ai eu Jean-Yves Gagnepin, Jean-Yves Urien de Rennes 2, qui a tout de suite accepté de me diriger à Rennes 2. Et voilà, c'est des personnes sans lesquelles j'aurais pas pu avancer dans mes travaux. Ils m'ont toujours encouragée, ils m'ont toujours écoutée. Et je pense que ça, c'est très, très important. Et la codirection, comment est-ce qu'elle s'est développée, la codirection? Ben, pour moi, ça n'a pas été compliqué parce que l'un étant spécialiste de linguistique générale et l'autre de linguistique romane et plus particulièrement catalane, donc ça s'est fait d'une façon, moi je dirais, naturelle. Il y avait des parties que je travaillais davantage avec l'un et d'autres avec l'autre. Bon, parfois, il fallait articuler tout ça. Oui, j'ai eu des moments assez amusant parce que je me souviens que toute une partie socio-historique ou sociolinguistique que j'avais beaucoup travaillé sous la direction de Jean-Yves Urien de Rennes, ça avait causé un petit peu d'ennui, un petit peu de fatigue intellectuelle. Monsieur Badia et Marguerite, il m'avait dit même en espagnol ou en catalan qu'il avait eu un empache de sociolinguistique, enfin, et plus en particulier du concept de la norme, des effets de la norme. Je me souviens de cela, mais bon, je devais contenter ou je devais aussi m'adapter aux consignes de l'un et de l'autre, mais finalement, ça s'est articulé. Je n'ai pas eu de difficultés. Au contraire, ça enrichit mes recherches et ça m'a permis aussi de mettre en relation, de pouvoir contraster des points de vue différents. Et je pense que ça a été un exercice très, très enrichissant d'un point de vue non seulement personnel, mais aussi scientifique et intellectuel. Et alors, il y a une question aussi que je me pose, c'est, bon, j'ai bien compris que vous, en linguistique, vous aviez des écoles et que vraiment, parfois, ça donnait des positions qui sont très différentes, des oppositions même très, très fortes. Et est-ce que toi, dans ton sujet, c'est des choix que tu dois faire pour une position ou une autre, ou est-ce que tu n'es pas du tout au niveau du champ de bataille, en gros? Alors, c'est quand même, je suis un petit peu dans le champ de bataille de Jean Gagnepin, de la théorie de la médiation. J'ai été très marquée par la théorie de la médiation. Mais je me suis détachée quand même de l'approche guillaumienne. Voilà, oui. Non, j'ai pris de la distance et je ne me suis pas calée sur cette approche-là. Tout au contraire, je l'explique, je l'explicite, que je prends de la distance et qu'au fait, je prétends de faire un bilan de toutes les théories qui ont déjà été, disons, utilisées pour aborder cette spécificité de la langue catalane. Bon, alors tu as déjà évoqué, tu en as déjà évoqué un certain nombre. Tu as dit le DEA, j'ai eu besoin d'apprendre je vais synthétiser, hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais à raisonner
pour associer l'observation, la déduction, la théorisation. Et puis, tu as dit toi-même, parfois, il fallait que j'arrive à être à cheval entre les consignes d'un directeur, un autre directeur. Mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés particulières que tu as rencontrées et quelles sont les solutions que tu as trouvées pour les surmonter? Je garde un souvenir d'une difficulté qui est la suivante, c'est le temps de travail. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à trouver des moments pour me consacrer à ma thèse parce que à notre époque-là, enfin, à mon époque, il n'y avait pas de contrat doctoraux. Donc, enfin, que je sache, hein, en tout cas, on ne me l'a jamais proposé. Et donc, moi, j'ai toujours fait mes travaux doctoraux en travaillant simultanément. Donc, d'abord, j'étais lectrice, d'abord de catalan, puis d'espagnol, et puis aussi une année d'inter d'espagnol. Donc, ça voulait dire que tous mes week-ends voilà, je passais mes week-ends à travailler sur la thèse, mes vacances, et je me permets de le dire quand même, un voyage de noces aussi a dû attendre longtemps. C'était voilà, de concilier mon travail avec le travail de recherche. C'était ma plus grande difficulté, c'était ça. Mais bon, j'étais jeune aussi, donc j'arrivais à tout faire. Oui, quand on est jeune, on est des superman et des superwoman, c'est vrai, pas faux. Et dis-moi, pour l'écriture, tu n'as pas eu de difficultés particulières? Au début, oui, j'ai eu beaucoup de mal, surtout en DOA. Je pense que le DOA, justement, ça m'a rodé. Ça m'a permis de m'initier à cet exercice parce que, voilà, je l'ai déjà dit précédemment, Michel Honnet m'avait vraiment donné les bases. Et après, ben, une fois que c'est parti, j'ai pas eu de grandes difficultés. J'ai eu la chance quand même d'être très bien entourée pour corriger, pour réviser mes textes. Et ça je pense que c'est un facteur déterminant, le fait de pouvoir compter sur des personnes qui relisent ce qu'on écrit. Et même des gens qui ne sont pas du tout dans la discipline. C'est encore plus enrichissant parfois parce que ça nous permet d'être très vigilants à la clarté, chose voilà, à laquelle parfois on ne fait pas très attention. Donc, Alors, est-ce que tu fais partie des gens qui ont écrit très rapidement au bout de la première année, ou est-ce qu'au contraire, tu as laissé mûrir ton plan, chercher des choses, etc., et que tu as écrit au dernier moment? ah non, 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 moi j'ai commencé à rédiger dès le début. Oui, 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 parce que dans ma thèse, il y avait une partie descriptive et ça m'aidait beaucoup. Toute une première partie est consacrée à la description de tous les points de vue dans la périphrase. Et donc, cela m'a obligée, ce qui m'a à la fois incité à avancer. Le fait de rédiger, ça m'aidait beaucoup à clarifier les idées. Je me souviens quand même que à chaque fois que je rédigeais, je savais que ce que j'allais rédiger serait corrigé. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours rédigé sachant que cela me servirait à mieux rédiger. Je n'ai jamais eu la volonté de rédiger, de me dire, voilà, ça c'est bien. Non, 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 non. Et je le dis toujours maintenant à mes étudiants que pour bien rédiger, il faut d'abord faire un brouillon qui va servir de base pour la rédaction finale. Donc, il faut se lancer. Et voilà, moi, je me lâchais, on va dire. Et ça m'a beaucoup aidé de fonctionner comme ça. Mais après, je me souviens au début, quand je rendais mes premières pages, et même jusqu'à la fin de ma thèse, je me souviens que Jean-Yves Urien me corrigeait. Parfois, il me redonnait mes documents rouges, mais vraiment rouges. Ça ne se faisait pas par ordinateur, tout ça, ça se faisait, disons, par photocopie à la main et tout ça. Et j'en étais malade de voir la quantité de corrections. Et ben, c'est comme ça que je me lançais, que je me suis lâchée, et que ça m'a permis d'avancer dans ma rédaction. Pour ne pas hésiter à gâcher du papier, en somme. Alors, Exactement. maintenant, on va parler de la soutenance. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Ils étaient 5. Il y avait 3 hommes et 2 femmes. Plus ou moins 3. Donc, à l'époque, on n'entendait pas parler de la parité, mais ça s'est fait d'une façon naturelle.
j'étais très flattée parce qu'il y a eu, disons, donc il y a eu évidemment mes deux directeurs, mes co-directeurs de thèse, mais j'ai été très flattée, très honorée de savoir que pour ma soutenance, il y aurait des déplacements, non seulement de Paris, mais aussi de Belgique, de Barcelone. Et ça m'avait vraiment beaucoup touchée de savoir qu'il y avait toute une logistique autour de ma soutenance qui se mettait en place pour que je puisse, voilà, présenter et soutenir ma thèse. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je n'ai pas donné le nom de 3 autres personnes qui ont fait partie de mon jury, donc à part mes co-directeurs. Il y avait Madame Bensoussan, Mathilde Bensoussan de l'Université de Rennes, qui est décédée déjà il y a quelques années. Après, il y avait aussi Marie-Claire Zimmermann, qui était professeure à l'Université Paris 4, Sorbonne. Et puis, il y avait Jean Gillot de Belgique, de l'Université Notre-Dame de la Paix à Namur. Voilà, donc ils étaient 5. Bon, et en dehors du fait que tu étais la reine de la fête et qu'on s'était mis en frais pour toi, quel est le souvenir que tu gardes de cette journée? C'est un souvenir un peu controversé. Je me souviens très bien de l'angoisse que j'avais, un sentiment d'angoisse qui pénètre, qui est dans les entrailles. Quand je ne débarrasse pas, je me souviens toute la matinée quand j'étais en train de m'apprêter, que je ne lisais plus ma thèse, mais je me souviens encore du moment où j'ai verbalisé ça à ma coiffeuse. Voilà, ce sentiment est resté très ancré. Curieusement, ce sentiment, je l'ai retrouvé de la même façon, 25 ans après, ou je ne sais pas, pour mon HDR. Mais comme je disais, c'était un sentiment controversé parce que dès qu'on m'a donné la parole, je me suis sentie à l'aise. Et donc, j'étais très, comment dirais-je, naturelle, spontanée. J'avais très bien préparé ça. Et j'étais naïve à la fois aussi. Donc voilà, c'est des sentiments d'angoisse, de satisfaction, de naïveté, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais c'était des sentiments très, très mélangés. Et puis, je me souviens qu'il faisait très beau ce jour-là. Et moi, je ne peux pas nier que c'était vraiment, ou pour moi, c'est l'une des 4 plus belles journées de ma vie, le jour de ma soutenance. Et le fait d'avoir entouré non seulement du jury qui est venu, mais des copains, des collègues, dont des personnalités du style Perdonès quand même. Moi qui étais à Rennes, c'était quand même une personnalité qui assistait à toute la soutenance. Il y avait aussi ma belle famille, ça m'a beaucoup touchée, mes parents à moi, et ça aide beaucoup de savoir qu'ils sont là, mon époux. Et ça touche beaucoup de se sentir entouré et ça contribuait à ce que je garde un souvenir inoubliable de cette belle journée. Tu en parles très bien. Et dis-moi, alors tu as dit que tu avais eu aussi peur pour la soutenance de la HDR, vraiment, vraiment? Oui, je pense que c'était encore pire parce que j'étais moins naïve déjà. Et donc, j'avais vraiment très, très, très peur parce qu'on prend conscience aussi des erreurs, des points faibles qui existaient dans une HDR. On est beaucoup plus mûr d'un point de vue scientifique. On connaît les points faibles, on connaît ce qu'il aurait, on connaît certaines des choses, on connaît nos faiblesses. Et donc là, on se sent beaucoup plus exposé. En tout cas, moi, je me suis beaucoup plus exposée d'un point de vue scientifique. Moins d'un point de vue, on va dire, professionnel, parce qu'on risque rien de ce point de vue. Tandis que pour une soutenance de thèse, on sait que notre avenir dépendra de cette soutenance. Mais à la fois, j'étais assez naïve. Alors qu'avec l'HDR, on prend plus conscience, voilà, des enjeux à proprement dire scientifiques. Et donc, ça a fait, je pense que ça a contribué à ce que je sois particulièrement angoissée au moment de mon HDR. Mais bon, ça a été la même chose. Dès qu'on m'a donné la parole, je me souviens très bien que, voilà, que tout le monde s'est prêté au jeu.
Et donc, j'étais quand même à l'aise et je me souviens que j'avais pu répondre à toutes les questions, plus ou moins, que me posaient les membres de mon jury. Et sur quoi est-ce qu'il portait ton inédit d'HDR? Sur la néologie lexicale, j'ai fait une étude contrastive parce que voilà, j'ai toujours été très intéressée par cet exercice de comparaison entre langues romanes. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, tout au début, quand j'ai commencé mes recherches en morphologie verbale, je ne voyais que les verbes, que les verbes, que les verbes, que l'histoire de la langue. Et j'étais très axée sur l'évolution de la langue, sur voilà, des aspects très précis. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que la langue, qui, comme je disais tout à l'heure, est un objet très complexe, était constituée de plusieurs facettes et, et de multiples versions et qu'elle était dotée de plusieurs fonctions. Et donc, tout cet aspect que j'appelle polyformique, on va dire, hein, c'est un objet très complexe avec tout un tas de facettes, m'a beaucoup a suscité mon intérêt pour d'autres domaines liés à la langue, et c'est donc le travail de la lexicologie, de toutes les nouveautés sur un plan lexical. J'ai eu la chance d'être sollicitée par l'Observatoire de néologie de l'Université Pompeu-Fabra. C'était, je pense, en 2011. Et à partir de là, j'ai pu explorer la néologie, non seulement pour le lexique catalan, mais aussi pour le lexique espagnol, parce que j'ai eu accès à des réseaux de néologie lexicale. Et voilà, ça m'a permis de contraster les données, de les analyser. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu travailler dans cette HDR à partir de corpus lexicaux pour l'espagnol et le catalan. Alors, tu as dit tout à l'heure que le deuxième membre de ton jury d'HDR t'avait trouvé amusante, de DEA, t'avait trouvé C'est ça. amusante et que ça avait lancé la chispa pour toi de la recherche. Exactement. Et est-ce que tu t'es amusé avec tes néologismes? Parce que moi, comme ça, de prime abord, je trouve le sujet très, très amusant de voir comment émerge un néologisme, surtout en espagnol, parce qu'en français, tu fais un néologisme, c'est comme si tu avais dit un gros mot, alors que l'espagnol me semble une langue beaucoup plus plastique pour produire ce genre de monstre, d'être extraordinaire. Alors peut-être c'est une erreur, hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a davantage, que ça prolifère en espagnol. Et donc, est-ce que tu t'es amusé dans cet HDR ou est-ce que c'était juste du classement, enfin juste, j'enlève le juste. Est-ce que c'était du classement, de l'observation avec des jumelles scientifiques points Les deux. Les deux. Je m'amuse toujours beaucoup. Je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que j'ai une sorte de vice, je pense, c'est que je suis toujours à la recherche de nouveaux mots. Et je me dis, est-ce que ce mot va avoir du succès? Pourquoi il va avoir du succès? J'essaye de voir les facteurs, de déchiffrer, de tout décortiquer. C'est une obsession presque. Tous les mots, que ce soit voilà, en français, en espagnol ou en catalan, c'est une sorte voilà, de point faible que j'ai pour cela. Ça m'amuse toujours beaucoup. Alors, j'ai appris aussi à faire beaucoup comment dirais-je, de faire un travail basé sur l'observation. Et donc, pour moi, faire des généralités, je me permets de reprendre ce que tu as dit, la langue en espagnol est plus plastique que le français. Moi, je ne prends pas ce risque-là. Justement, en faisant cette étude, je considère que voilà, qu'il faut faire beaucoup de statistiques pour les lexiques, et j'en ai fait beaucoup. J'ai contrasté les statistiques dans tous les sens, d'un côté à l'autre, et j'en ai fait beaucoup, beaucoup pour dire que l'espagnol est plus plastique que le français. Il faudrait le prouver. Il faudrait le prouver, mais en tout cas, moi, quand j'ai comparé l'espagnol et le catalan, finalement, j'ai vu beaucoup de points communs. Par contre, j'avais observé que l'espagnol était plus enclin à introduire des mots d'origine anglaise, de les adapter, que la langue catalane. Je ne l'ai pas fait pour le français parce que ce n'était pas dans mon objet d'observation, on va dire. Mais alors, de là à dire que l'espagnol est plus plastique que le français, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'amuse beaucoup.
Et alors, puisque d'abord, j'ai bien compris que tu étais une collectionneuse de mots, il y en a qui collectionnent les insectes, les autres des timbres, et C'est toi, c'est ça. les mots. Ta dernière acquisition séduisante, c'est quoi? En espagnol et en catalan. Et alors, en catalan, ça me parlera moins, mais et éventuellement Mais en je français. vais en dire une qui m'amuse toujours beaucoup et que j'explique toujours, qui est en langue espagnole. C'est El Nini. El Nini. Bon, alors là aussi, voilà, on est confronté au concept de nouveauté. Plus un mot est utilisé, plus il perd son aspect novateur ou innovateur. Donc, le mot Nini, à un moment donné, a été très innovant. Maintenant, il est moins, mais je le trouve toujours très amusant parce que d'un point de vue phonologique et très expressif, et il est peut-être, on va dire là, qu'il est très plastique aussi. Voilà, ça c'est un exemple qui m'amuse, qui éveille beaucoup de curiosité. Et c'est l'un des mots nouveaux, relativement nouveaux, qui m'amuse toujours beaucoup, on va dire. Bon, et alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse j'ai les réponses parce que tout ce que tu dis transpire la passion pour la recherche et pour l'enseignement, mais je vais quand même te la poser. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail de thèse? Mes travaux de thèse, hein, c'est bien ça? Oui. Ben, c'est-à-dire que mon travail de thèse repose quand même dans une pratique, non seulement contrastive, mais sur la double pratique de l'enseignement et de la recherche scientifique. Ça a toujours été, disons, en corrélation. Et encore de nos jours, je ne peux pas faire la séparation entre enseignement ou pédagogie et recherche. Pour moi, c'est deux aspects indissociables. Et encore de nos jours, quand je fais mes cours d'histoire de la langue espagnole, quand je fais, c'est parfois en donnant des cours de langue espagnole que je m'interroge, ou même des cours de traduction, mettons de thèmes littéraires. Quand les étudiants me posent des questions, ça me permet à élargir, à réfléchir et à élargir mes connaissances. Donc, pour moi, voilà, mes travaux de recherche dans le cadre du DOA et de la thèse reposaient sur cette corrélation entre enseignement et observation scientifique. Encore de nos jours, cette corrélation, pour moi, est indispensable. Elle fait partie de mon quotidien en tant qu'enseignante-chercheuse. Et je le vis tous les Et alors moi, j'aime beaucoup, au moins virtuellement pendant ces entretiens, me faire une petite place dans la salle de cours de mes collègues. Alors, la linguistique, ça s'enseigne comment chez toi, avec toi? Avec moi, on s'amuse tout d'abord, parce que moi-même, je suis la première à m'amuser. Et donc, j'ai dans une matière qui est très aride, c'est de la syntaxe pure et dure. À des étudiants de LCER espagnol qui sont en troisième année, qui ne connaissent rien de la syntaxe française. Mais j'essaye de les amuser parce que je suis la première à m'amuser. Et donc, ça vient naturellement, je ne me force pas. Je sens un tel plaisir à leur expliquer le fonctionnement de la langue en faisant parfois des comparaisons qui paraissent bêtes, en faisant des comparaisons. Mettons, l'autre jour, j'ai fait une comparaison que je n'ai jamais lue dans les manuels. C'est que quand l'Europe occidentale se forge du temps du féodalisme, pendant le haut Moyen-Âge, sous une structure complètement pyramidale, cela a coïncidé aussi au moment où les langues romanes sont en train de se forger, pendant le 7e, 8e, 9e siècle. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que la syntaxe romane par rapport à d'autres langues que je ne connais pas, hein, les langues asiatiques, mettons, ou africaines, je n'en sais rien. Hein. La syntaxe romane se cale aussi, on peut dire qu'on pourrait trouver des modèles dans la société aussi qui se forgent à cette époque-là. Donc, j'essaye d'établir des croisements pluridisciplinaires socio-linguistiques, parce qu'en fin de compte, c'est ce que je disais, la langue n'existait pas, c'est nous qui la construisons.
elle existe dans la mesure où on la parle, elle est vivante. Et donc, voilà, j'essaie d'établir des ponts, des dialogues entre, voilà, des aspects plus sociaux, plus grammaticaux, on va dire. Et donc, voilà, des matières, des sous-disciplines comme la syntaxe, qui est a priori très aride, finit par susciter l'intérêt à certains étudiants. Pas tous quand même, hein. Mais il y a certains qui finissent parce qu'ils découvrent aussi cette analyse, que ce soit sous forme d'arbre, sous forme structuraliste, etc. Et donc voilà, c'est un petit peu cette façon d'expliquer la linguistique que j'utilise dans mes cours. Est-ce que tu as relu ta thèse? Non, je ne l'ai pas relu. Par contre, j'ai relu beaucoup de chapitres. Je l'ai peut-être relu il y a très longtemps, mais je n'ai pas le souvenir. En ce moment, je suis incapable parce qu'elle me produit une sensation de vertige. C'est-à-dire que j'ai passé tellement d'heures à rédiger ma thèse, des étés entiers à faire que ça, toute la journée, beaucoup comment dirais-je, beaucoup d'époques de ma vie ont été là-dedans, que ça me dépasse un petit peu. Donc, je lis des passages, mais je dois m'arrêter parce que j'ai une certaine sensation de vertige. Voilà. Ouais, c'est intéressant comme impression. Et alors, en général, cette question, je la pose à ceux qui, comme moi, hein, donc je suis dans le même sac que toi, n'ont pas relu leur thèse. Je voudrais savoir où est-ce que le livre, le volume de ta thèse est chez toi. Est-ce que c'est dans une bibliothèque? Est-ce que c'est dans une cave? J'en ai partout. Pas dans la cave, hein, mais j'en ai dans mon bureau, j'en ai dans un autre bureau de la maison, j'en ai chez mes parents. Quand je vais chez mes parents, je retrouve ma thèse. J'en trouve aussi dans un autre logement. Oui, j'en ai un petit peu partout. Je pense que ça fait partie de moi. Je ne peux pas m'en défaire. C'est quelque chose voilà, qui fait partie de mon identité. Elle est là. En revanche, elle n'a pas été, que je sache, elle n'a pas été numérisée. Enfin, si, je l'ai encore sous forme de disquettes. Par contre, là, je ne sais pas où elles sont, ces disquettes-là. Elles ont disparu. Et parfois, ça m'a traversé l'esprit de la scanner, mais on est passé à autre chose. Hein. Tout à fait. Voilà, elle est un petit peu partout, ma thèse. Elle n'est pas dans la cave. Bah, écoute, moi, je le dis tout net, la mienne, quand j'ai fait cet entretien, il a fallu que j'aille la chercher à la cave et j'ai eu déjà bien du mal à la trouver. Donc, bon, tu vois un peu Oui, c'est de tu l'histoire. vois. Ouais, quand on dit que la thèse, les doctorants, quand ils ont le nez dessus, ils ne peuvent pas comprendre cette chose-là, mais que ça n'est qu'un moment de la vie et qu'après, on passe complètement à autre chose. En tout cas, il faut l'espérer. Voilà. Alors, tu as tout à l'heure dit que tu pensais que pour pouvoir écrire correctement sa thèse, il fallait faire des brouillons et ne pas hésiter, je te cite, à se lâcher. Mais quels sont les autres conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? Moi, je dirais qu'en dépit des difficultés dont on nous parle pour devenir enseignant-chercheur ou chercheur, il faut rester ambitieux, déterminé et persévérant. Je répète, ambitieux, déterminé et persévérant. Et cela implique de ne jamais perdre la confiance en soi. Il faut toujours être confiant, il faut, voilà, avoir confiance en soi et de se dire qu'on est capable de le faire. Ça, je pense que c'est l'un des éléments clés pour pouvoir faire une thèse. La confiance en soi. Deuxième clé, non seulement la confiance en soi, mais aussi l'espoir. Il faut garder l'espoir que la thèse servira à quelque chose dans l'avenir. Il ne faut pas se dire que c'est inutile. Et on ne sait pas quel est l'avenir, hein? On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais dans tous les cas, il faut être convaincu que cette thèse nous servira à quelque chose. Donc voilà, confiance et espoir. Confiance en soi, espoir dans l'avenir.
Et pour finir, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse? Si tu as besoin de lire la deuxième et la troisième, n'hésite pas. Et puis, est-ce que tu peux nous en faire un commentaire rétrospectif? C'est-à-dire la femme que tu es aujourd'hui, comment est-ce qu'elle regarde la chercheuse de l'époque? Je vais donc lire la phrase de ma thèse, la première. À l'origine de cette thèse, il y a une interrogation suscitée par une pratique contrastive d'au moins 3 langues romanes, catalan, castillan et français. Comment expliquer que des langues si cousines puissent être en même temps si différentes sur tant d'aspects? On a choisi de s'intéresser ici à un phénomène grammatical qui, sur ce plan, paraît particulièrement illustratif, ce qu'il est convenu d'appeler le prétérite parfait périphrastique, construction développée en catalan mais ignorée ou disparue de la plupart des autres langues romanes. Alors, qu'est-ce que ça suscite chez toi, cette première phrase? En réalité, c'est la première fois que je réfléchis sur ce paragraphe à distance d'un point de vue temporel. J'ai certainement beaucoup réfléchi à ce premier paragraphe il y a 25 ans. Aujourd'hui, je n'y ai pas réfléchi. Donc, j'ai lu là le mot contrastif, langue romane, expliqué, langue cousine. Je vois que tu tords je vois que tu tords la bouche. Pourquoi tu tords la bouche? Parce que je n'ai pas vraiment la réponse. Parce que je pense au fait qu'en réalité, je suis toujours, mais je l'ai déjà dit, intéressée par cette pratique contrastive, mais que cette pratique contrastive est allée beaucoup plus loin. Maintenant, je ne me suis pas cantonnée uniquement aux aspects pointus de la morphologie verbale. Déjà, j'ai élargi le domaine de la morphologie. Je suis allée au-delà de la morphologie verbale et j'ai abordé aussi la morphologie nominale et pronominale. Et puis, comme je disais aussi, en tant que linguiste, aussi en raison des circonstances dans lesquelles je travaille, j'ai développé plusieurs axes de recherche liés aussi à la langue en général. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, j'ai rédigé une bonne partie de mes travaux dans le domaine de la sociolinguistique, la didactique et tout ça. Finalement, on trouve des imbrications, des relations entre les différentes sous-disciplines de la linguistique. Bon, je te remercie beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer à ce projet Ma thèse à moi. C'est très gentil d'avoir accepté. Merci beaucoup. Et pour moi, ça a été un plaisir et un honneur. Merci beaucoup, Caroline.